Place à la littérature, Agnès. Alors, bonne année Et à son tous invité. et bonne lecture pour 2012. Voilà, on va passer donc de la musique à... On va aller en Iran avec Mahmoud Chokrolahi. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons pour la sortie de votre deuxième livre, La Ruche, qui vient de paraître chez l'Harmattan. Donc, c'est un roman sur le pouvoir et ses mécanismes. On est entre la science-fiction, le fantastique, un conte. Ça se passe dans un château. Il y a une malédiction qui vient frapper ceux qui ont commis le péché capital. Donc un homme, Hans, se retrouve un peu malgré lui à la tête d'une société fictive de l'organisation des abeilles dans ce lieu maléfique. Et il se retrouve un peu happé par l'illusion du pouvoir. Et il sera l'objet de complots. Alors, Mahmoud Chokrolahi, donc vous êtes iranien, vous avez vécu à Paris depuis 30 ans, vous avez créé il y a 18 ans une société de production de films, et parallèlement, vous êtes l'auteur de plusieurs nouvelles. Mais là, c'est votre premier roman. C'est le premier roman. Oui. Même si c'est la deuxième parution, mais c'est votre premier roman. Je trouve que votre écriture est extrêmement précise et piquante. Elle nous délivre des messages forts, actuelle, donc sur le pouvoir, l'illusion, la culpabilité. Cela m'a fait penser à une sorte de parcours initiatique, un peu comme Siddhartha de Hermanès. Vous ne donnez pas de date, pas d'indication de lieu, pas de nom de personne, enfin c'est en abrégé, et pourtant vous réussissez à jouer avec les rapports humains et à brosser un climat négatif ou positif sur l'humain. Au lecteur de voir, tout repose sur la domination. Alors moi j'ai une question, donc la ruche, les abeilles, pourquoi ce thème principal, pourquoi avoir pris une entreprise autour des abeilles? C'est une image très forte, les abeilles, la reproduction justement sans rapport, sans relation. Est-ce que tout ça est lié finalement? Les abeilles, la création, Oui, il y a le personnage principal, la reine, il y a la le reine, pouvoir. Voilà. C'est ça. En tout cas, moi, j'étais toujours fasciné, vraiment, pour parler pourquoi ce métaphore. J'étais souvent fasciné par le rapport entre les abeilles et leur reine. Je ne sais pas, j'ai toujours été... cette façon de travailler, être soumise, avoir une tâche bien précise, aller, revenir, et toujours au service de la reine, au service de la ruche, pour nourrir l'avenir. Ça, je pense que c'est un rapport de soumission qui m'a toujours obsédé. Et que c'est vrai que quand on regarde la société des abeilles ou la société des fourmis, qui se ressemblent quand même, c'est une organisation très, très singulière, très particulière et très méthodique. Et on se demande d'où vient ce savoir-faire finalement. Et que moi je pensais que dans les systèmes totalitaires, en tout cas à un moment donné, au moment où ils sont vraiment dans le succès de leur système, ça ressemble beaucoup, ça exige ces soumissions par rapport à un pouvoir donné, par rapport à une méthode de travail. Métropolis. Voilà, c'est pour cela que j'avais envie de ne pas me situer dans le temps, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui existe depuis que la société humaine existe. J'avais pas envie de me situer dans un pays quelconque, parce que je pense que, surtout aujourd'hui, dans l'ère de la mondialisation, donc il faut parler de notre planète et la façon dont elle est gérée. Et j'avais pas non plus envie de donner des indications qui pourraient donner une notion géographique au roman. On est dans un no man's land, dans un château, le rapport de force, de pouvoir entre quelqu'un, comme vous dites, à qui on impose, malgré lui. Mais l'idée de départ, moi je suis fasciné par le château de Kafka. Oui, je vous dis, voilà, donc pour moi, dans le château de Kafka, le personnage décide de rentrer dans le château, mais le château lui est interdit. Il passe tout son temps derrière la porte. Notre personnage ici, Hans, est à l'intérieur de ce château. Il décide de sortir, mais c'est impossible de sortir. Donc c'est plutôt un clin d'œil
à cet univers de Kafka que moi, personnellement, j'adore. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Iran, Bien sûr, de toute façon, l'Iran, bien sûr. puisque vous êtes... Oui, bien sûr. Vous êtes bien sûr. iranien. Oui, je suis iranien. De toute façon, je pense que c'est une influence de tout mon passé, certes, et surtout l'évolution d'un mouvement dans lequel on avait mis beaucoup d'illusions, parce que finalement, l'histoire de Hans aussi, c'est l'histoire de quelqu'un qui peut avoir des illusions, et comment ces illusions tombent au fur et à mesure qu'il commence à exercer le pouvoir. Et que je me mets aussi souvent à la place des gens qui nous dominent. Parce que c'est toujours pareil aussi. Je pense que sans doute chez certains, il y a des bonnes intentions au départ. Mais comment ça se fait que tous finissent par devenir ce qu'ils deviennent? Kadhafi était sûrement Pardon rempli de bonnes intentions. Qui Kadhafi, J'imagine, à son démarrage, au moment, oui, dans les mais années ouais, 70 c'était quand même. populaire, Tous les sûrement. révolutionnaires. En Oui, général, les dictateurs, tout à au fait, départ, tout à sortent fait, de... tout à fait, tout à Bon, Shakespeare a très bien dit ça. Tout à en fait. général. Voilà, Shakespeare. Voilà, c'est pour cela que je pensais qu'à travers cette métaphore de la ruche, qui est une société très 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 bien organisée, je pourrais donc rentrer dans cet univers humain. Je vais lire un extrait. Tout individu entrant au château, pour une raison ou une autre, devenait malgré lui un maillon de la chaîne. Il était obligé de se soumettre au destin imposé par le château. Hans se disait que le château n'était finalement rien d'autre que ce tunnel imaginaire et sans issue de l'existence. L'entrée au château ne présentait aucune difficulté, mais s'en extraire faisait partie de ces miracles impossibles. Il décida de s'intéresser à tous ceux qui eurent ce même destin. Voilà, donc malgré lui, cet Hans, comme on disait tout à l'heure, est propulsé vers le pouvoir, puisqu'il va diriger l'organisation des abeilles. Il va se rendre compte que ce pouvoir n'est qu'illusion, d'accord ? Tout à fait. Et n'est qu'illusion, et que le pouvoir donne l'impression qu'on est immortel. Tout à fait. Parce que tout est basé dans son rapport. L'histoire commence, on est dans un centre de recherche et Hans, c'est un jeune chercheur qui fait sa thèse de doctorat. Et que simplement, il n'arrive pas à arriver à cette vérité qu'il cherche. Et à chaque fois qu'il représente son manuscrit, il est rejeté par son grand maître, qui est le maître du château, qui tient le secret du château. Un jour, il décide, le livre commence comme ça, par abandonner. Parce qu'il voit que son temps passe, que la vie passe, et que finalement... Et il va voir le professeur et il lui donne finalement le manuscrit qu'il avait présenté auparavant. Et à sa grande surprise, le manuscrit est accepté. Voilà. Et à partir de là, on lui impose de prendre la direction du château. Mais simplement, dans ce château, il y avait beaucoup de gens qui attendaient à avoir ce pouvoir. C'est comme ça que ça commence. Et que ce jeune homme, avec toutes ses illusions, se trouve d'un seul coup embarqué avec tous ces vieux routards qui attendaient leur tour de prendre le pouvoir. Et là, je pense qu'il y a une chose que moi, personnellement, ça me travaille, c'est la solitude des gens qui nous dominent. Qui nous gouverne. Moi, je me souviens, par exemple, de suicide de Pierre Brégovoy. Ça m'a beaucoup marqué. Je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qui se passait dans la tête de cet homme. À l'intérieur, une balle, bien sûr. Pardon. Qui se trouve comme premier ministre de ce pays, quand même, qui est la France. Et il y a un certain processus, une certaine démarche qui l'amène jusqu'à mettre fin à sa vie. Parce que le suicide, quand même, dans un pays il y a comme une la thèse qui conteste le suicide. Oui, bien sûr, mais bien il y a sûr. toujours... Alors, donc, voilà. Il y a aussi, En tout cas, moi, je prends la version officielle, ouais. mais justement, dans la ruche aussi, il y a beaucoup de suicides. Et après, on comprend que ce n'était pas des suicides. Et après, on comprend que toutes ces choses-là. Moi, je pense que voilà, ce qui se passe dans la tête de ces individus qui nous dominent. Et la solitude de ces gens-là. Ouais. Moi, c'est ça, ça m'intéresse. Par exemple, la solitude de Saddam Hussein m'intéresse dans les dernières années de sa vie. La solitude de Gaddafi m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Saddam Hussein de se trouver dans un trou pendant 1 mois et demi à se cacher et à vivre comme un chien? C'est-à-dire qu'aller jusqu'à là. Et pourquoi il ne s'est pas suicidé? Oui. Pourquoi il n'a pas...
Pardon. Et pourquoi ils savent qu'ils vont droit dans le mur, mais Voilà. ils y vont. Mais ils y vont. Voilà. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est que je assez vous dis. fascinant. Enfin, c'est Voilà. Pourquoi ils y vont? l'émotion du pouvoir. Alors Voilà. qu'ils- Pourquoi ils y vont? Eh Pourquoi ouais. ils y vont? Parce que quand même l'histoire est pleine des anecdotes, en tout cas, Ah oui, bien sûr. des faits historiques. Et pourquoi on ne prend pas la leçon? Ben, Pourquoi on a eu toujours Ben qu'on a- Ali, Moubarak, enfin Tout à fait. tous Tous. ces présidents là qui Ouais. ont qui sont sentis acculés, mais qui n'ont jamais trouvé Est-ce que le c'est la moment nature de où- pouvoir? Est-ce que c'est la nature de certains pouvoirs? Est-ce que c'est pour cela que je pense que finalement on a eu beaucoup de dictatures, mais finalement si on le regarde au niveau mondial, la mondialisation, je pense que quand même il y a une certaine machination pour Mais nous, en France, on a un exemple très très typique de ça, très célèbre, c'est Louis XVI. Oui. Parce que Louis XVI est resté populaire jusqu'à un certain temps, et après il a laissé sa tête. Parce Ouais. il aurait pu sauver sa peau Bien sûr. à un certain moment de l'histoire, et puis voilà. Ils y vont Donc quand c'est- même parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose au bout. Alors, il y a aussi dans le roman, hein, La Ruche, il y a un secret. Le secret a une place très importante. Le secret, il y a la chambre des secrets où tout se passe, où il y a tant d'assassinats. Mais finalement, le secret, bon, on n'en dit pas plus, mais on ne le perce pas vraiment tout au fil de l'histoire. Je vais lire un tant mieux. extrait. Le secret est à la portée de celui qui appartient au monde des secrets. Il faut donc entrer dans ce monde pour pouvoir y trouver le secret de sa propre existence. La nature possessive de l'humain est la cause de toute déviation. Hans cacha son visage entre ses mains en murmurant J'y suis. Voilà, donc le secret, pour vous, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez voulu parler de quelque chose, peut-être d'un caractère humain, de la recherche de soi, l'acceptation? Non, je pense que en ce qui concerne donc le secret, je pense que c'est le rapport par rapport à l'autre. C'est plutôt ça qui... Et d'ailleurs, je pense que quand quelqu'un a la gestion d'une société, donc son rapport est multiple. Il faut quand même je pense que c'est ce rapport possessif par rapport à l'autre qui nous amène vers ce que nous sommes. Voilà, mais je pense que c'est un peu difficile de parler de ce secret parce que j'ai moi-même une gravité autour et que je pense qu'il faut mieux que ça reste un secret. Non, puis c'est- ça évoque la complexité, et Voilà. c'est ça qui est intéressant. C'est ça Mais qui, je pense que c'est... quand on donne des recettes toutes faites, Ouais. tout établi en général. c'est- Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une vision négative ou positive des étapes de la vie d'un homme, hein, si on prend les étapes, hein, illusion, refus du pouvoir, acceptation du pouvoir, désillusion, vide. Je pense que Hein? c'est un constat tout simplement. C'est un constat, voilà, peut-être amer, mais... À voilà. nous de nous faire notre propre, Voilà. Je pense, enfin. opinion. Hein. Donc La Ruche est un court roman, hein, 140 pages. Tous les noms sont en abrégé d'ailleurs. Henri N, Paul H, Gérard G, Joseph. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec Joseph? Est-ce qu'il y a des références, je comme m'appelle ça, est-ce qu'on peut rapprocher certains textes de la Bible? Enfin, par exemple, là, actuellement, je suis en train d'écrire mon deuxième roman qui s'appelle Cri. Le Cri, donc, les personnages sont Joseph et Marie. Je pense Moi, que je m'appelle c'est- Joseph Marie. Oui, oui, oui. Bon, les deux, là. José Marie, bon, ça va. Donc, non, je pense que dans le choix des prénoms, il y a toujours... c'est jamais innocent. C'est jamais innocent. Il y a des références bibliques sur la Genèse, la création. Je pense. Il y a notamment cette référence aux 7 jours. Voilà. Hein, après 7 Voilà. jours, l'incendie, Après 7 jours de etc., l'incendie qui se cette déclare. pluie, bien sûr. Mahmoud Chokrolaï, merci beaucoup pour ce passionnant roman. Est-ce que je peux lui poser une question? Je vous en Non, mais prie, qui José. n'a pas par rapport au livre, mais vous avez dit avant au départ que vous étiez producteur de films aussi. Oui. Donc vous produisez des films en France. En France, oui, j'ai une société qui continue toujours, une société donc où j'ai produit 80 films de documentaires, souvent des films très célèbres.
Et donc, Des noms. des noms. Ici, on est tous pour la délation, apparemment. Non, des films qui étaient considérés des films d'auteur. Être et avoir. Non. Non. Des films, par exemple, sur le nucléaire, des films sur... La Gerboise, non? Non, la Gerboise, j'ai commencé, mais j'ai abandonné. Ah ouais, mais d'accord. j'ai fait des films sur la bataille de Tchernobyl, c'est le nucléaire en France, qui sont des films de référence. Sinon, des films comme L'Enclos, qui était sur la prison des femmes, des films de quelques réalisateurs iraniens qui ont eu beaucoup de succès, comme Zinat, Une journée particulière, tout ça. J'ai réalisé pendant ce temps-là aussi des films. Et là, donc, j'ai laissé ma société à mon associé. Je suis toujours comme conseiller artistique. Et donc, je reviens à ma passion de départ, qui est l'écriture et la réalisation de films. Et là, actuellement, je fais un documentaire sur la voyance dans le nord de la France. Voilà. Sur la voyance, Oui. dans le nord de la France. À 30 km de Lille. Voilà, donc c'est pour ça que... C'est Marine Le Pen, la voyante. Et là, je vous assure que je me trouve dans un village où c'est un no man's land. On ne peut même pas imaginer qu'à 200 km de Paris, on peut trouver des coins comme ça avec... Ah, oui, Voilà, ça c'est mon activité. Donc, et Zina, là, c'était pas le portrait d'une femme qui se présentait. Ouais. Il est passé à la télévision. Oui, à Arte, tous mes Arte, films sont diffusés sur Arte. Je l'ai vu, c'était très intéressant, très attachant, ce portrait de... Non, une activité de production qui était très riche, qui continue toujours. D'accord. Mais surtout dans le domaine du documentaire. Pas du long métrage. Pas dans le mais pour moi, je ne fais aucune distinction. Ouais. En tout cas, c'était destiné plutôt à la télévision. C'était destiné à la télévision. Documentaire peut-être plus Par beau exemple, qu'un film avec de Reza fiction. Serkanian, donc le réalisateur de Nos éphémères, il a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Mon dernier film a été monté avec lui, donc quand même on est... Non, c'était une société qui était un joli objet où on faisait des films d'auteur, où on était passionnés, où on passait le temps tous ensemble. Donc, et une dernière question, si vous me permettez, c'est à propos de l'Iran, quoi. Donc, si vous avez 2 mots à nous dire un peu de la situation à la fois du cinéma, de ce cinéma iranien là, qui est tellement riche aujourd'hui, peut-être dû aussi à cette société tellement obsédante et tellement fliquée qui fait que les artistes ont besoin de s'exprimer, quoi. Et puis bon, après la richesse qui est venue du cinéma un peu de Kiarostami et puis qui s'est développée et qui a donné des tas de nombreux styles. C'est marrant parce que souvent j'ai pensé à cette question et je pense que vraiment dans quelques années, à travers les films qui ont été réalisés et produits en Iran, on peut écrire l'histoire de ces 30 dernières années d'Iran. Je pense que c'est le seul domaine où on peut voir l'évolution de la situation parce que il y a à la fois des films d'auteurs intellectuels qui viennent ici et aussi il y a une production géante à l'intérieur qui sont des films populaires, qui s'adressent au grand public. Parce que quand même, il faut savoir qu'en Iran, quand même, par rapport aux autres pays avec le système islamique, c'est le seul pays où il y a 130 films produits par an. En France, on est à 160, à peu près 170. En fait, les ayatollahs, on avait fait un engin de bataille, enfin on va dire, ils avaient investi dans le cinéma, ils ont soutenu. Les réalisateurs iraniens ont joué avec à un certain moment, et ils jouent encore d'ailleurs quand ils peuvent. C'est quand ils peuvent. Maintenant, je pense que ça se durcit vraiment parce qu'on a fermé aussi la maison de cinéma il y a une semaine. Là, je pense qu'il y a un vrai règlement de compte entre des fractions dures du régime, ce qui fait que tout le monde passe. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde un peu les prisonniers politiques, ce sont des prisonniers qui appartiennent au système. C'était pas les laïcs et tout ça. Il y en a aussi des intellectuels, tout ça, mais quand même, ce sont des gens qui font partie des réformateurs, tout ça. Donc, je pense qu'on arrive à une période dure maintenant. Beaucoup plus depuis dur les qu'avant. événements d'il y a 2 ans, quoi. Enfin, mais le cinéma iranien, je pense que vraiment c'est le seul domaine dans lequel il y a une continuité et qu'on arriverait à travers les films de Kiarostami, Panahi et tous ces réalisateurs qui sont venus. Et effectivement, les films populaires ont fait le tour de ce pays. Enfin, c'est un pays très intéressant regardé par l'angle du cinéma. Tout à fait. Moi, je pense que vraiment, parce que c'est le seul domaine continu. Vous voyez, parce que il y a aussi des chercheurs de et pour nous, surtout, vu de l'extérieur. C'est vraiment ce qui nous arrive et
peut se dire que c'est une situation complexe et qu'on ne peut pas s'en tirer avec les solutions assez faciles, habituelles, quoi. Que on voit bien toute la complexité de ce film entre un film comme Les Chats persans, enfin, mettons, de ce pays. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est un pays le miroir, mettons, de Panahi, là. Enfin, on voit bien toute cette complexité de cette société et ces gens qui vivent, alors qu'à un moment, pour nous, l'Iranien, c'était la femme voilée et puis des fanatiques. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et oui, voilà. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est ça qui est on le voit dans la première partie du film de Reza Sarkanian, La noce éphémère. Oui, tout à fait. Cette complexité à l'intérieur d'une maison, entre le père qui boit de l'alcool mais qui le cache, et le grand-père qui est toujours en train de faire la prière, mais quand il s'agit de donner un ordre pour un peu sauver la soirée, donc il enferme les yeux aussi sur ce péché qu'on inverse, mais tout ça c'est l'Iran. On a l'impression qu'on passe d'un plateau de théâtre à la vie après, dans le film Les Noces éphémères, de quelque chose de très figé au début, et puis qui va rentrer, enfin c'est un très beau film. Voilà, Reza a montré vraiment, je pense que cette première partie du film, c'est la complexité de la société. C'est ça qui est vraiment. Parfaitement. C'est pour ça que je pense que profondément, sincèrement, l'Iran, le schisme iranien, c'est quelque chose de différent avec le reste du monde musulman. C'est iranien, quoi. C'est un vrai. Voilà. Non, mais c'est perse. Oui, c'est très difficile à tirer. Kiarostami voit très très bien à travers l'absurdité des situations qu'il crée. Mais avant, il passait à travers l'enfant, justement. C'était une société où on était obligé, pour dire des choses, de passer à travers l'enfant. Et maintenant, avec Panahi, déjà, on a passé un autre seuil, et là, on parle du monde des adultes, et on voit très bien dans le miroir, justement, où c'est encore une petite fille, mais qui va refuser de rentrer dans son rôle de cinéma. Et on sent bien qu'à partir de là, Panahi va faire des films autres. Et après, il y a Sang et Or. Et toute cette génération est née après la Révolution, grâce à Kiarostami. Il y a aussi un réalisateur iranien dont on parle très peu, mais qui, à mon avis, c'est le fondateur du cinéma iranien d'auteur, qui est Shahid Saleh, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, 4 ans, donc aux États-Unis. C'est lui qui nous a amené le cinéma iranien. Et donc Abbas Kiarostami et les autres sont vraiment le résultat, les enfants de ce cinéma. Et lui, il avait fait 2 films qui sont très connus, parce que c'est la génération de Wim Wenders et les mots jaunes, et donc qui s'appelle La nature morte ou Une histoire simple, qui était à Cannes dans les années 70. Mais qui ont été très mal distribués chez nous. En tout cas. Très mal. On les a amenés il y a une dizaine d'années, donc au cinéma du réel. Et on a fait l'ouverture de cinéma du réel avec ces films, avec Suzette Guélenabel, tout ça. C'est-à-dire que moi j'avais présenté les films parce que pour moi ce sont des chefs-d'œuvre de cinéma. Vraiment. Bon, en tous les cas, merci. Excusez-moi de m'avoir invité ici, d'avoir parlé de La Ruche. Et c'est un vrai plaisir. Mahmoud Chokrolahi, La Ruche, chez l'Harmattan. Le livre est bien distribué, on le trouve... Non, je pense que l'Harmattan a un Fnac, Virgin, il faut mieux commander sur l'Harmattan, La Ruche, un roman court de 140 pages sur... Il doit être à la librairie du Lucernaire. Oui. Bon, ça je ne sais pas. C'est possible, Alain. On trouve beaucoup de livres qu'on ne trouve pas ailleurs à la librairie du L'Harmattan, c'est peut-être dans ce genre de librairie où c'est possible. Il dirige le Lucernaire maintenant. Voilà, la ruche sur les jeux de pouvoir, les pouvoirs maléfiques qui se trouvent dans ce château. Moi, je suis tout à fait admirative devant cette écriture totalement vive et qui nous fait réagir. Merci beaucoup. Merci